Bonjour Yaoundé, bonjour les panélistes. Merci de faire ce détour par Douala dans le cadre de la rubrique Un jeune événement de l'émission Nous chez vous. Aujourd'hui, nous parlerons d'éducation pour dire que le système éducatif camerounais n'est pas au beau-fils. Les contenus des programmes, les méthodes d'enseignement et d'apprentissage ne sont pas toujours adaptés. Le secteur de manière scolaire n'échappe pas à ces turpitudes minées par des conflits d'intérêts, l'amateurisme dans l'élaboration et l'édition. Le 23 novembre 2017, le Premier ministre Philémon Yang sonne la fin de la récréation avec un manuel unique par matière. Il va du livre comme des examens de la session 2018 où des vives contestations sont enregistrées alors qu'on parle d'un taux de 51,3%. Certaines régions, comme dans la Damawa, peinent encore à trouver résultats dans certains examens, comme le baccalauréat. Pour parler de toutes ces problématiques, nous allons recevoir sur ce plateau Emmanuel Kounke, analyste de l'éducation. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur Charles et bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Emmanuel Kounke, que répondez-vous à ceux qui estiment que les bons résultats de cette année scolaire sont des résultats politiques du fait de l'élection présidentielle à venir? Non, l'histoire. Il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte qu'en année électorale, les résultats ne sont pas meilleurs que lors des années ordinaires. Parce que si on regarde en 2004, en 2011 et même en 2018, cette version des faits ne tient pas. De toute façon, moi qui ai l'expérience des examens, surveillant, correcteur, j'ai été chargé de mission et président du jury, etc. Nous n'avons jamais reçu une instruction venant des hommes politiques nous demandant de favoriser les candidats ou encore d'assouplir les conditions d'examen. Les épreuves sont faites par les inspecteurs pédagogiques régionaux et ensuite finalisées par les inspecteurs nationaux. Les résultats sont proclamés par l'Office du baccalauréat qui est une structure technique et par le GC Board qui est également une structure technique. Donc de façon générale, je suis là depuis plus de 20 ans et je constate que les hommes politiques ne donnent jamais d'instructions. Et puis les résultats sont là pour le prouver. Si on regarde les taux de réussite au bac, généralement ils tournent autour de entre 45 et 50%. Donc, les taux de 2018 ne sont pas très différents de ceux qu'on a souvent obtenus. On a constaté qu'on enregistre quand même des lamentations des parents, les lamentations des enfants qui ne sont pas encore fixés sur leurs résultats. Pourtant, on parle déjà d'un taux annuel de 51,3%. Qu'est-ce qui se passe exactement? Disons que je ne travaille pas à l'Office du baccalauréat, mais j'ai quand même quelques informations. C'est que il y a eu quelques légers retards pour quelques candidats. Parce que si vous regardez bien, beaucoup de candidats ont eu leurs résultats. J'ai rencontré beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui sont venus à Yaoundé pour chercher les bordereaux de réussite et même les relevés de notes, même si les relevés de notes doivent encore attendre. Donc, beaucoup, presque tous les candidats ont eu leurs résultats. Maintenant, quelques-uns ont continué à attendre. Je pense que jusqu'à hier encore, certains ont reçu leurs résultats. Donc, le processus de vérification, est un processus normal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a publié les résultats à travers les bordereaux de réussite... Ce n'est pas de ça que je parle, M. Maïkoui. Il y a des régions comme dans la Damawa, où les étudiants de la série D, de A à L, n'ont pas encore leurs résultats. Les noms ne sont pas encore sortis. Pourtant, on a déjà fixé un taux de réussite annuel pour le baccalauréat. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que sur le plan statistique... Mais de pareilles anecdotes ne viennent-elles pas? Sur le plan statistique, si vous avez 100 candidats qui font un travail et vous avez 98 sur lesquels vous avez déjà travaillé, 2% ne peuvent pas influencer les résultats au niveau statistique. Donc je dis là, c'est sur le plan statistique. Maintenant, au niveau des détails techniques et matériels, là, je ne peux pas entrer dans les détails puisque n'étant pas directeur de l'Office du baccalauréat, toujours est-il que les élèves qui n'ont pas reçu leurs résultats à temps, certains ont commencé à les recevoir parce que jusqu'à ce matin, j'ai vu un enfant qui m'a appelé pour me dire qu'il avait réussi à son examen, alors qu'il y a quelques jours, il m'a dit qu'il attendait son résultat. Donc je dis, ces cas marginaux ne peuvent pas remettre en cause tout le système. C'est pour ça que je vous donne un dernier exemple, même si exemple ne vaut pas la démonstration. En 2009 en France, il y a eu des situations au baccalauréat où des élèves qui avaient
étaient très très forts, intelligents, 17, 18 en classe, se sont retrouvés avec 4 ou 5 de moyenne. Et les cancres avaient passé. Donc lorsqu'on a constaté ce dysfonctionnement, on a procédé aux corrections. Donc c'est pour dire qu'il peut arriver dans la gestion des examens, parce que c'est extrêmement complexe sur tout le temps du territoire. Il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements, il peut arriver qu'il y ait des retards, mais tant qu'il n'y a pas la fraude, tant qu'il n'y a pas l'eau, parce que pour moi ce qui est dangereux, c'est l'eau. C'est-à-dire que les élèves aient des épreuves avant. Mais au niveau des petits retards, au niveau des petits quoi qui peuvent exister, toujours est-il que je pense que ces dysfonctionnements qui sont d'ordre matériel, se sont pratiquement corrigés, ou encore dans quelques heures ou dans quelques jours vont être corrigés pour le bonheur de nos enfants. Parce que je suis d'accord, quand on est parent d'élèves, on doit rapidement avoir son résultat. En attendant les résultats du probatoire, quelles leçons pouvons-nous déjà tirer de ces sessions des examens de l'année 2017-2018? Bon, la première leçon qu'on peut tirer, c'est que les examens se sont déroulés sans fraude. Sans fraude, sans incident majeur. Ça, c'est ce qui est important, parce que c'est ça qui est compliqué au niveau depuis 2017 pratiquement. Parce que vous savez que depuis 2 ans, avec le problème que nous connaissons dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, le premier défi, donc la première réussite était que les examens se déroulent. Et même un peu dans l'extrême nord et même à l'est où il y a les perturbations. Donc, c'était ça le premier élément. Parce que vous savez que depuis quelques années, on avait brandi le spectre de l'année blanche. Donc, pour moi, le fait, parce que regardez, vous êtes parents d'élèves, vous vous sacrifiez, vous payez des livres. Et qu'on vous dise qu'il y a une année blanche. Donc, pour moi, le fait qu'il y a examen est la première réussite. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que les taux de 51%, pour prendre l'exemple du baccalauréat, pour moi, sont des taux qui sont moyens. C'est ça qu'on peut retenir. C'est-à-dire quoi? Parce que quand vous avez 51%, ça veut dire 10. 10 faible. Parce que ça n'atteint même pas 55%. C'est-à-dire 11 sur 20. Donc, le bac général au Cameroun n'a pas eu 11 sur 20. 10, quelque chose. Ça montre donc que ce taux reflète le niveau moyen des livres, le niveau moyen des enseignants, le niveau moyen des écoles, des infrastructures. Or, un pays avec un système éducatif moyen ne peut pas atteindre l'émergence. Il faut avoir un système excellent, il faut avoir un système compétitif, ce qui n'est pas encore le cas. Donc je pense que la grande leçon, pour terminer, qu'on doit tirer de cela, c'est que il faut améliorer les manuels, améliorer les programmes, améliorer les infrastructures pour qu'on passe de 10, quelque chose. Parce que j'ai dit 51%, ça veut dire 10, à 14, 15, 16. Parce que quand on va en Chine, quand on va aux États-Unis, quand on va en France, nous sommes dans les 70, 80, 95%. Chez nous, nous sommes à 51%. C'est moyen et ce n'est pas un système compétitif de nature à nous conduire vers l'émergence. Monsieur Manuel Kounke, avec le mois d'août, on se prépare déjà à l'année 2018-2019. Déjà, on se pose dans les chaumières le problème des livres. Pourtant, la Commission nationale du livre s'est préparée à temps. On a, avec l'adhésion du ministre qui a décidé d'un livre par matière, on constate tout de même qu'à l'approche de la rentrée 2018-2019 se pose la problématique du livre dans les librairies. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui peut expliquer ce retard? Oui, pour bien préciser, le ministre a appliqué l'instruction du Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui a pris une décision pour me siffler la fin de la récréation. Parce que depuis plusieurs années, nous avons dénoncé la mascarade, l'imposture et le banditisme dans le système du manuel scolaire. Dieu merci, le Premier ministre nous a écoutés et a donc pris une mesure en novembre 2017. Et le ministre de l'enseignement secondaire est en train de mettre en œuvre cette mesure. Donc, ce qui va donc se passer, c'est que dès la rentrée, dans quelques jours, dans quelques semaines, on aura donc un livre par matière dans toutes les classes. Et le problème de la disponibilité, ça c'est un autre problème qui se pose. C'est-à-dire quoi? Une fois que on a résolu le problème de un livre par matière, l'État du Cameroun a oublié qu'il fallait maintenant mettre sur pied une politique d'écriture des manuels et même une politique de disponibilité du manuel scolaire. C'est-à-dire quoi? Les gens vont par exemple en Inde, pour être plus simple, les gens vont en Inde, les gens vont ailleurs pour commander les livres. Or, si on avait des imprimeries au Cameroun, ça permettrait rapidement de faire des livres au Cameroun, de donner des emplois au Cameroun. C'est ce qu'on n'a pas dit aux gens. Donc je pense qu'il est question qu'on puisse par exemple ressusciter le CPR, qu'on puisse par exemple ressusciter l'imprimerie nationale qui est en difficulté pour que les livres ne soient plus produits en Inde. Ce qui peut expliquer le retard. retard. Tout à fait, c'est ça qui explique le retard. C'est-à-dire ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que les livres vont venir par bateau, ça va prendre 3 semaines, 1 mois, etc. Donc, et je pense qu'il faudrait que l'État, qui a déjà résolu un pan du problème en décidant qu'il y ait un seul manuel, puisse maintenant continuer au niveau de la production du manuel scolaire. Comment faire pour produire le livre au Cameroun à moindre coût afin que, de façon globale, on ait des livres de qualité à bon prix et des livres disponibles? Parce que
L'autre aspect, c'est que on nous a dit qu'il y a des livres qu'on n'a jamais vus. C'est-à-dire, on nous a parlé d'un livre en mathématiques. Vous demandez aux enseignants de mathématiques, est-ce que vous connaissez ce livre? Personne ne dit qu'il le connaît. Vous demandez aux inspecteurs régionaux, personne ne le connaît. Vous demandez aux inspecteurs nationaux, personne ne le connaît. Comment il fait pour atterrir dans... Oui, mais ce qu'il fait pour atterrir, vous savez qu'on est au Cameroun. Et lorsqu'on est au Cameroun, il peut arriver que les gens aient leurs relations. Parce que regardez, un inspecteur national qui découvre un livre dans le programme au même moment que les journalistes et au même moment que les parents d'élèves. Vous voyez donc là, c'est un pays extraordinaire. Donc, je ne veux pas rentrer dans le fond dans ce débat et je ne veux même pas citer ce manuel parce qu'il risque de me porter plainte au tribunal. Je n'ai pas l'argent pour aller au tribunal. Je ne vais pas le citer. Mais ce que je vous dis, c'est grave et je pense que le ministre peut nous interpeller pour que nous puissions lui dire et le nom de ce livre, c'est-à-dire un livre de mathématiques qui est au programme et qui n'est connu par aucun enseignant, par aucun inspecteur. Et on ne sait pas d'où vient ce livre. Donc, vous voyez, ce genre d'incongruité montre bien qu'il faut résoudre le problème au niveau des décisions, mais il faut aussi voir la mise en œuvre de la décision. Est-ce que cette commission a travaillé vraiment dans la transparence et sans être corrompue? Je pense que c'est des choses on ne pourra pas donner des détails ici pour le moment, du fait du droit de réserve, parce que nous avons l'obligation de réserve et nous ne pouvons pas dire toute la vérité sur le plateau de télévision. Monsieur Emmanuel Kounke, au-delà de l'innovation, j'ai envie d'appeler ça ainsi, implémentée par le Premier ministre quant au livre unique, le ministre de l'Enseignement secondaire est venu aussi avec une autre innovation qui est le paiement des frais exigibles et des frais d'examen de façon numérique. Quelle analyse faites-vous de cette décision? La réforme sur le manuel scolaire, tout comme l'innovation, sur le paiement des frais exigibles et des frais d'examen par voie électronique, je pense que c'est des bonnes mesures. Mais vous savez qu'au Cameroun, ce qui se passe souvent, c'est la mise en œuvre des mesures. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une mesure comme celle-là, l'avantage c'est quoi? Le parent ne va plus s'aligner. C'est-à-dire on ne va plus voir des parents qui iront s'aligner au lycée de Bonabéry ou de Ndoroem ou bien de Bimassi ou de Leclerc. Donc les parents ne vont plus s'aligner. Ça, c'est positif. Deuxième chose, il y a la transparence. La transparence dans les effectifs. Parce que par le passé, et le ministre l'a su, il y a des gens qui avaient 5 000 élèves qui déclaraient 4 000. Il y a des gens qui avaient 10 000 élèves qui déclaraient 8 000. Donc, les gens ne vont plus déclarer les faux effectifs. Et vous savez qu'il y a un délégué départemental de Kribi, dans l'océan, qui a été relevé de ses fonctions pour distraction des frais d'examen. Donc, on ne va plus assister à ces cas-là. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. Et c'est là où il faut associer les spécialistes, c'est-à-dire des enseignants, des inspecteurs et des proviseurs, pour qu'on puisse aider le ministre à aller vers une mesure qui ne va pas créer des soulèvements. Parce que si un parent a des problèmes à payer de façon numérique, ça va poser un problème. Donc il faut bien concevoir cette mesure, mais comme je dis, c'est une mesure qui est louable, qui est salutaire et qui permet, de renforcer la transparence des fonds et la sécurisation des fonds. Permettez-moi de vous interrompre. C'est vrai, c'est une mesure louable et salutaire, mais pour ces parents qui vont aller dans un point Orange Money, payer les frais exigibles d'examen et les frais d'inscription, j'ai envie de le dire ainsi, il n'a pas un retour d'Orange Money parce qu'il paye dans un kiosque Orange Money. En cas de contentieux, qu'est-ce qui prouvera qu'il a versé cet argent à Orange Money, puisqu'il n'a pas de retour, il n'a pas de message retour d'Orange Money comme avec son propre téléphone, parce qu'il a payé dans un poste externe. Comment ça va se passer? Oui, disons que là, nous sommes en train d'imaginer un cas de figure que nous ne souhaitons pas, puisque nous ne sommes pas encore au niveau des faits. Mais ce que je sais, c'est que le ministère des enseignements secondaires a une cellule juridique. Parce que là, vous parlez déjà d'un problème de contentieux qui pourrait se poser pour un parent qui pourrait payer et peut-être après, on lui dit qu'il n'a pas payé et qu'il n'ait aucun élément matériel. Mais ce que je dis, c'est que comme le ministère des enseignements, parce que quand on dit le ministre, les gens croient qu'un ministre est un dieu. Non, le ministre n'est pas un dieu. Le ministre est un serviteur. Et le ministre est donc entouré des personnes qui ont des compétences multiples. Par exemple, la cellule juridique ou la division des affaires juridiques. Je pense que la division des affaires juridiques devrait se pencher pour ce genre de cas. Et je pense que cette division doit faire son travail, puisque je ne suis pas payé pour faire leur travail à leur place. Donc je pense que la division des affaires juridiques, les conseillers techniques du ministre doivent l'aider à pouvoir entourer, comme j'ai dit, cette bonne mesure de toutes les garanties qui vont permettre aux parents d'être satisfaits et aux chefs d'établissement aussi de ne pas être en difficulté. Parce que je vois déjà venir la crise au niveau des associations des parents d'élèves. C'est justement sur ce point que je voulais qu'on échange tout de suite. Parce que le paiement des frais exigibles à travers des canaux numériques ne va pas-il créer un clash dans les établissements, puisqu'on a des frais non exigibles qui sont payés par les parents tels que l'APE. Et une fois que le parent a payé les frais exigibles, on est obligé de garder l'enfant à l'école. On ne doit pas renvoyer l'enfant à la maison parce qu'il n'aurait pas payé des frais non exigibles.
comment est-ce que les établissements vont fonctionner quand on sait que des systèmes de compensation existent dans les établissements pour pouvoir gérer l'établissement en attendant les cartons venant du ministère. Comment est-ce que ça va se passer à ce niveau, vous qui êtes constamment avec ces gens sur le terrain? Oui, je suis sur le terrain depuis une vingtaine d'années, donc je sais de quoi je parle. La première chose, c'est que par le passé, les chefs d'établissement public mettaient tout en un seul paquet, ce qu'on appelle le guichet unique. C'est-à-dire on mélangeait les frais exigibles et les frais d'APE, les frais d'informatique. On disait par exemple 30 000 ou 25 000 ou 40 000 et le parent payait une seule fois. Maintenant qu'on a donc séparé les deux, justement, il y aura un petit souci. Parce qu'en passant, je signale qu'il y a des établissements tels que le lycée bilingue de Bonabéry ou le lycée bilingue d'Edo ou même le lycée de Clé à Yaoundé où on perçoit plus de 100 millions de francs de frais non exigibles, ce qu'on appelle les frais d'APE et autres. Donc, quand vous avez 100 millions de francs que vous recevez par des moyens que vous recevez pour faire fonctionner l'établissement, parce qu'ils disent qu'ils reçoivent cet argent pour construire les salles de classe et pour payer les vacataires. Et vous savez très bien que parfois, l'État n'envoie pas tous les enseignants. Par exemple, en mathématiques, il y a une pénurie grave en termes d'enseignants, il y a d'autres besoins. Il y a des besoins en termes d'infirmerie, en termes de... il y a des bureaux et tout et tout. Donc je pense que ce qu'on va donc faire, c'est quoi? C'est que soit l'État va compter sur la bonne volonté, des parents, parce que les frais d'APE, jusqu'à preuve de contraire, d'après la loi de 1990, appuyée par le décret de 2001, signé par le président de la République, M. Paul Biya, les frais d'APE sont volontaires. Et je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. Donc, une fois que le parent a donc payé les frais exigés par Orange, Monio, MTN, ou SP Union, etc., ou Campost, là, il va donc se poser un problème. Donc, soit les proviseurs vont trouver des astuces pour amener les parents à payer, ce qui sera extrêmement difficile, soit on va compter sur la bonne volonté des parents. Mais je pense que c'est un problème important que l'on doit porter à l'attention du ministre des Enseignements secondaires. Je pense que ses collaborateurs lui ont déjà dit cela. Si on ne lui a pas dit, moi je lui dis cela, c'est-à-dire que les établissements qui reçoivent 100 millions ou qui reçoivent 50 millions pour les vacataires, pour la craie, etc., pour d'autres besoins, vont être en difficulté dès la rentrée parce que les parents qui auront payé les frais par les opérateurs qui ont déjà été cités plusieurs fois ne faisant plus leur publicité, justement ces parents, soit ils seront volontaires pour aller payer les frais d'APE et autres, soit ils vont tout simplement évoquer la loi, puisque la loi ne les oblige pas à payer ces frais. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une crise de l'éducation au Cameroun avec ces décisions-là? Espérons qu'on n'ait pas de crise en septembre. Vous savez, quand on est en septembre, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc, s'il y a un ministre qui ose créer une crise, bon, nous savons comment le président résout souvent ces problèmes. C'est-à-dire que quand vous faites la crise, quand vous faites les problèmes, parfois, on vous met d'abord de côté, même si vous pouvez rebondir plus tard. Donc, je souhaite pour le ministre des Enseignements secondaires que la mesure, comme j'ai dit, qui est pertinente, louable et qui va permettre que cette mesure ne soit pas chrysogène et qu'il n'y ait pas. C'est pour ça donc qu'il y a encore temps, parce que le 3 septembre, c'est encore loin. Donc je pense qu'il y a encore temps que les spécialistes, les enseignants, comme moi je suis disponible pour aider le ministre, puisque je suis payé par l'État du Cameroun. Le ministre ne va pas me payer pour que je lui donne quelques conseils. Donc je pense que le ministre a aussi de très bons conseillers techniques que je connais très bien et des directeurs. Et je pense que on va donc entourer cette mesure-là d'un certain nombre d'éléments pertinents pour que les établissements publics ne soient pas en difficulté. Mais attention, si l'État donne tous les moyens, là, il n'y a plus de débat, parce que si l'État donne tous les enseignants, l'État donne tous les moyens aux proviseurs, les proviseurs n'auront plus besoin des frais non exigibles qui leur permettaient de supporter les autres charges. Merci, M. Maïkounke, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous souhaitons bon vent dans votre travail. Merci Yaoundé, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous vous remettons l'antenne pour la suite de l'émission.